un groupe mutualiste qui agit au quotidien pour la santé de plus de 11 millions de personnes. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 18 janvier 2022, date de l'enregistrement de cette émission. Je vous dis ça, c'est important parce que ce JDF sera diffusé dans une semaine et il est difficile de savoir comment va évoluer cette vague qui submerge l'Europe pendant ce délai. Alors nous avions programmé cette émission il y a un certain temps, persuadés que l'on pourrait avoir aujourd'hui une situation suffisamment stable pour commencer à tirer les enseignements de cette pandémie, car notre invité est une emblème de ces médecins anonymes hier, aujourd'hui un peu à leur corps défendant, véritable star de l'information. En effet, même si elle essaie d'être moins présente sur nos chaînes de télévision, qui ne connaît pas le professeur Karine Lacombe, rarement une intelligence médicale a déchaîné autant de commentaires, pas toujours flatteurs, et même souvent injurieux. Pourtant, le professeur Lacombe a fait son travail de professeur d'infectiologie sur le terrain à l'hôpital Saint-Antoine, dans son service, et le soir, sur les chaînes d'information, avide de savoir. Dans les deux cas, avec beaucoup de conscience professionnelle. Professeur Karine Lacombe, bonjour. Bonjour. C'était nouveau pour les patrons en médecine de se trouver devant une maladie où il a fallu commenter et surtout apprendre en marchant. C'est vrai qu'en particulier pour un infectiologue, se retrouver dans une période où on vit une pandémie, donc une épidémie mondiale d'un agent infectieux nouveau, une maladie totalement nouvelle, avec une urgence sanitaire qui nous a tous éprouvés, c'est une situation qui est vraiment exceptionnelle. Et oui, la situation est exceptionnelle et nous a obligés, nous, les médecins, à prendre au moins au début de la pandémie un peu le devant de la scène pour informer un peu, avec pédagogie. Vous dites au début, moi j'ai l'impression qu'on a continué à apprendre pendant un certain temps quand même, parce qu'il y a eu des phénomènes nouveaux. Ah oui, ce que je disais, c'était les médecins sur le devant de la scène. Ouais, on peut dire que maintenant, on est quand même moins sur le devant de la scène, même si on continue notre travail de pédagogie et d'information. Vous n'étiez pas formé à ça, en fin de compte, à une situation comme celle-là? Non, pas du tout. Vous y aviez réfléchi que ça pouvait, parce que tout le monde disait que ça pouvait, le Big One pouvait arriver un jour, mais vous y aviez réfléchi Ah oui, alors est-ce qu'on s'attendait un jour à avoir une pandémie? Oui, ça fait longtemps qu'on parle quand même que si on doit un jour avoir une pandémie, ce sera probablement par des virus respiratoires, puisque ce sont ceux qui sont les plus faciles à transmettre. Donc oui, mais alors sous quelle forme? Est-ce que c'était plutôt une pandémie de type grippal ou d'autres types de virus respiratoires? C'est ça qui était l'inconnu. Mais alors, vous allez peut-être m'expliquer pourquoi de nombreux spécialistes, je ne parle pas de vous, ont été affirmatifs, voire péremptoires, au lieu de dire tout simplement qu'ils ne savaient pas. Ça, je pense que c'est la nature humaine. Peut-être que certains ont du mal pensent que dire que l'on ne sait pas, c'est faire un aveu d'échec, alors que pour moi, c'est faire plutôt une preuve d'humilité. Et que pour certains, c'est intolérable de montrer qu'on est en échec. Alors, on va essayer de faire un point. Pas un point. Je comptais faire un point final, mais on va faire un point d'étape. On commence. Donc moins de contamination depuis quelques jours. On peut s'attendre donc à moins d'hospitalisation, moins de gens en réa. Est-ce que vous le constatez sur le terrain? Je ne sais. Est-ce que c'est vraiment moins de contamination? Vous voulez dire que le nombre de positifs est en train de diminuer? Oui, clairement. Alors, est-ce que c'est pas aussi parce que beaucoup de personnes, finalement, ne se font plus dépister de façon... Comme on l'a fait au moment de Noël. Oui, c'est ça. Ouais. De façon, on va dire, réglementaire. Beaucoup font des autotests et puis sont positifs et restent à la maison en attendant que ça passe. Donc le taux de dépistage, pas un bon indicateur? Je ne suis pas totalement sûre, ce d'autant que, effectivement, ça n'a pas tout le temps été, ça n'a souvent pas été un très bon indicateur, en particulier lors par exemple, de la première vague, où en fait on n'avait pas de test, donc on ne se testait pas. Mais après, ça a quand même été un bon indicateur des reprises épidémiques. Là, je me pose quelques questions, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas une baisse du nombre de contaminations. Je crois qu'il faut encore un peu attendre. J'ai trouvé nos amis réanimateurs un peu plus détendus
vu quand même qu'il y a 15 jours, donc ils sentent qu'il se passe quelque chose. Oui, alors là, ça n'a rien à voir. Je pense que souvent on dit oui, c'est une nouvelle vague, voilà, la 5e qui percute la 6e. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une espèce de nouvelle épidémie avec le virus Omicron, qui est très particulier, très différent du virus Delta, qui a des caractéristiques de fixation au niveau des cellules du corps humain, non pas dans les poumons, mais plutôt dans la sphère ORL, et qui est très contagieux, mais peut-être un peu moins pathogène, peut-être même vraiment moins pathogène. On va en parler un peu. Assez différent. Moi, je dis, je ne suis pas tellement repris là-dessus, que c'est une 5e vague qui se termine et que la 6e va être moins importante qu'on ne prévoit. Mais pour moi, Omicron, c'est une 6e vague, parce que ce n'est pas la vague Delta qui s'est développée, c'est une nouvelle vague qui arrive. Alors, oui, bien sûr, voilà. Ça c'est clair. Là, le Delta, même s'il persiste quand même un peu de transmission Delta, on voit bien que c'est en train de diminuer, et puis l'Omicron a pris complètement le dessus, oui. Alors, ce Omicron, plus contagieux, beaucoup plus contagieux, apparemment moins virulent quand même. Oui, alors avec des taux d'attaque extrêmement élevés, qui sont avec une transmissibilité qui est vraiment très importante, proche, si on reprend ce fameux R dont on entend un peu moins parler maintenant, mais on peut dire le R est très élevé, il est l'ordre de 10-12, un peu comme celui de la rougeole par exemple. Donc effectivement, moins pathogène, moins virulent. Il semblerait qu'il entraîne moins de formes graves. Les formes graves essentiellement chez les immunodéprimés et probablement aussi chez les non-vaccinés, mais il y en a de moins en moins. Vous dites, il semblerait que... On commence quand même à avoir des éléments plus qu'il semblerait. Surtout pour oui, absolument. Surtout pour les soins critiques et la réanimation. Et donc, les patients hospitalisés aujourd'hui, ou qui seront peut-être encore demain, c'est plutôt sur du variant Delta ou plutôt sur du variant Omicron? Alors, c'est quand même sur le variant Omicron. Actuellement, on a très majoritairement du variant Omicron, mais dans un profil de patients particulier, qui ne sont plus ceux du début de la pandémie. Ce ne sont plus les personnes un peu en surpoids, hypertension artérielle, diabète, etc. Parce que celles-là, finalement, elles sont vaccinées, et c'est là qu'on voit combien la vaccination est efficace, puisqu'on ne les voit plus à l'hôpital. Ceux qu'on voit à l'hôpital maintenant, ce sont les personnes très âgées, qui, malgré 2 doses de vaccin, ne font pas une forme classique de Covid, mais plutôt une altération profonde de l'état général. Et puis ce sont les personnes immunodéprimées qui n'ont pas pu développer de protection avec le vaccin. Alors sur le vaccin, avec le recul, comment marche, quelle est l'efficacité du vaccin sur ce variant Omicron avec le recul ? L'efficacité l'efficacité de la vaccination, il faut vraiment avoir les 3 doses pour avoir une efficacité optimale. Ça, on a des données assez solides qui nous viennent d'Israël et du Royaume-Uni et qui montrent que quand on est protégé 3 doses, on est vraiment bien protégé sur Omicron. Alors attention, pas de l'infection, mais des formes potentiellement graves. Et donc, c'est pour ça qu'on a essayé dater cet accès à la 3e dose et qu'on a aussi un impact moins important sur les hôpitaux. Je trouve qu'on n'a pas été assez pédagogue pour expliquer aux gens que le vaccin n'évitait pas la contamination. Ça reste encore quelque chose qu'on est obligé de dire et de redire. Oui. Et c'est vrai qu'au début, on a un peu fait croire aux gens que vacciner, pas contaminé, ce qui est complètement... Alors, c'est pas complètement faux. Quand même, sur les virus initiaux, sur les variants initiaux, que ce soit le variant Wuhan, le variant Alpha, le variant anglais, et le variant Delta. Je parle de Micron, là. Oui, mais parce qu'en fait, les connaissances évoluent avec le temps. Ce que l'on savait il y a 6-9 mois n'est plus forcément vrai maintenant. Et on voit effectivement qu'avec Omicron, la prévention de la transmission virale est beaucoup moins bonne qu'elle ne l'a été avec les autres variants. Mais on ne pouvait pas savoir à l'avance. Donc effectivement, maintenant, on peut dire, oui, on est devant un virus qui est très transmissible, dont la transmission n'est pas vraiment bloquée par la vaccination ne protégeant que des formes graves, des hospitalisations et des décès. Et ça, il faut bien insister là-dessus. Alors, c'est pas moi qui le dis, le scénario du pire s'éloigne, c'est professeur Fischer qui dit ça, Arnaud Fontanet dit exactement la même chose, pas des gens qui sont d'habitude, ils sont pas là pour nous faire sourire quand ils viennent sur les médias. La décrue est en route, on dit que le pic de cette vague, c'est pour cette semaine. Alors, je rappelle que l'émission est enregistrée avant sa diffusion, mais c'est vers le 20-25 qu'on va avoir le pic.
Oui, c'est ce qu'on dit. En fait, c'est ce qui semble se profiler. Même si je disais tout à l'heure que c'est pas sûr qu'il y ait moins de contamination, parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui font des tests chez eux et qui ne sont pas enregistrés. Malgré tout, on voit bien, c'est le cas en hospitalisation, en soins critiques, on est une espèce de haut de courbe. Et pareil pour les contaminations, on sent quand même qu'il y a un infléchissement. Donc oui, probablement qu'on est monté très vite et qu'on va redescendre aussi rapidement qu'on est monté. Alors, comme on sait qu'il y a toujours un décalage entre le pic de l'épidémie, les hospitalisations et les décès, on peut s'attendre encore à une tension forte sur les hôpitaux dans les semaines qui viennent? Là, pour l'instant, on a arrêté d'ouvrir des lits, donc c'est déjà une bonne chose, parce que quand même, depuis fin décembre, enfin même, depuis Noël en gros, jusqu'à la semaine dernière, on n'a pas arrêté de monter en palier d'ouverture de lits. La question, c'est l'embolisation des lits par les Covid. Oui, c'est ça, c'est toujours la même chose. Je reprends tout le temps cet exemple, mais parce que c'est un exemple très pragmatique. En gros, j'ai 40 lits ouverts dans mon service. Eh bien, depuis Noël, il y en a 20 qui sont consacrés au Covid. La moitié est consacrée au Covid. J'ai un peu moins, j'ai 38 lits, mais c'était quoi, voilà, la moitié est consacrée au Covid. Qu'est-ce que vous aviez? Quelles sont les autres pathologies qui terminent en réanimation chez vous, en dehors du Covid? En règle générale, vous avez... La réanimation dans l'hôpital où je travaille, c'est de la réanimation polyvalente. On a un secteur de réanimation mais pas chirurgicale. Les maladies infectieuses qui donnent des malades en réa... Pour lesquelles on passe en réanimation, c'est tout ce qui est choc septique, tout ce qui est méningite, tout ce qui est infection grave de l'immunodéprimé, les infections bronchiques, etc. C'est pas qu'il n'y en a plus, c'est qu'en fait, on a ouvert des lits en plus. Ouais. C'est-à-dire que dans mon hôpital, on a fait de la déprogrammation. C'est pareil dans la majorité des hôpitaux publics. On a déprogrammé de la chirurgie pour que les salles de réveil soient armées en salles de soins critiques. C'est toujours le cas ? Bien sûr, oui, absolument. Mais on dit qu'il y a des malades qui n'arrivent pas à l'hôpital, qui autrefois arrivaient à l'hôpital pour effectivement des pathologies, mais qui aujourd'hui ont attendu trop longtemps, sans doute, et qu'on vous les voyait plus, ces malades-là. Alors je parle plus pour les AVC, ces choses-là. Alors, il y a un gros problème, effectivement, en Île-de-France en particulier, sur la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, mais ce n'est pas vraiment dû au Covid, c'est plus dû à la pénurie de personnel, avec des services qui sont fermés parce qu'on n'a plus d'infirmiers et pas assez de médecins pour les faire tourner. Surtout, pas assez de personnel non médical. Donc ça, c'est un vrai problème et c'est lié à la pénurie globale de personnel non médical dans les hôpitaux, oui. Alors, il faut insister aussi sur le fait que tous les gestes barrières, enfin, les gens ont quand même joué le jeu. On ne le souligne pas assez, moi, je trouve. Bien sûr, oui. Et juste, je voulais que vous me confirmiez ce que dit l'Institut Pasteur. Moins 20% de contacts, c'est 50% d'hospitalisation en moins. Je trouve ça, ce chiffre fort. Ça, c'est de la modélisation. Ouais. Je ne connais pas les chiffres par cœur, mais c'est ce que dit c'est ce que disent les modélisateurs de Pasteur quand ils font des équations très complexes dans lesquelles ils mettent de combien protège le fait de porter un masque, de se laver les mains, d'aérer les pièces, etc. Donc oui, enfin, voilà, c'est ce que disent les chiffres. Et c'est plutôt cohérent avec ce que l'on connaît de l'impact des gestes barrières, qui sont très forts. Et Alain Fischer insiste en disant, certes, la vaccination, il faut continuer à vacciner, mais grâce à cet effort collectif, lui, il dit la fin de cette vague, et peut-être même de la pandémie, en mars. Alors après avoir fait... beaucoup stressé tous les Français. Là, on donne un mois, une date proche. En mars, c'est fini ? Alors, je ne sais pas exactement ce qu'a voulu dire Monsieur Fischer. Est-ce que la pandémie est terminée en mars ? Ça me semble un peu... du moins pour la France. Donc ça serait pas une pandémie. Un peu péremptoire. Oui. Pas péremptoire, mais un peu trop Arnaud Fontanet dit exactement la même chose. Je l'ai écouté encore ce matin en disant, on sera débarrassé. Je pense qu'il parle de la France, peut-être de l'Europe. Alors, c'est sûr que là, la 5e vague, 5 ou 6e vague, si on dit qu'Omicron, c'est une 6e vague, ce sera fini en mars. Ça, c'est clair.
Après, on espère tous qu'on va avoir atteint un niveau d'immunité. Alors, pas forcément une immunité qui va nous prémunir des infections, mais entre la vaccination et le passage et l'exposition répétée au coronavirus, on va développer une espèce d'immunité globale qui fait que peut-être qu'après on se réinfectera, on fera des rhumes, mais plus de formes graves. Donc ça, oui, ce serait peut-être la fin. Vous connaissez évidemment Christian Bréchot, qui est un de nos plus brillants virologues mondiaux, m'a toujours dit, et au long des émissions, qu'ils avaient toujours la même façon d'évoluer, les virus, c'est qu'un virus très attaqué ne pouvait évoluer que soit en devenant beaucoup plus contaminant, mais en devenant moins virulent, et que cette pandémie se terminerait comme ça. C'était peut-être visionnaire, mais enfin, c'est ce qui a l'air de se passer, là. Alors, Bruno Lina, qui est un grand spécialiste des virus respiratoires, qui travaille à Lyon, décrit très bien, en fait, ce que l'on connaît des coronavirus. Et un de ces coronavirus qui maintenant donne le rhume tout à fait banal que tout un chacun peut attraper en hiver, a été responsable d'une pandémie mondiale à la fin du 19e siècle, dans une situation d'ailleurs qui est assez proche de ce qu'on connaît maintenant, mais sur laquelle on a beaucoup moins d'informations, puisque c'était au 19e siècle où on n'avait pas les méthodes diagnostiques, etc., qu'on a maintenant. Et qui maintenant, voilà, ce virus, au bout d'un siècle, est devenu virus absolument banal. Sauf chez les personnes immunodéprimées. Et effectivement, chez celles-ci, il donne encore des formes graves. Mais un des éléments qui a été explicatif aussi de la flambée épidémique, ça a été les interactions humaines et nos modes d'interaction qui ont considérablement changé depuis la fin du 19e siècle. Est-ce qu'on est certain, est-ce qu'il y a des hypothèses, est-ce qu'il y a des modélisations qui iraient dans un sens un peu inverse avec la circulation du virus et qui pourraient muter pour être un peu plus dangereux, à échapper au vaccin et autres? Est-ce que ça, c'est des scénarios qui sont envisagés aujourd'hui ou pas du tout? Il faut dire aussi qu'à partir du moment, un virus peut muter, mais il peut pas indéfiniment muter, parce qu'au bout d'un moment, les mutations vont entraîner sa mort. C'est comme ça, il sera trop muté soit trop muté pour se propager, parce qu'en général, et ça on l'a vu avec d'autres virus, quand un virus est très très muté, au bout d'un moment, il se transmet peu et mal. Et puis au bout d'un moment, il meurt. C'est vraiment l'apoptose du virus, c'est-à-dire le fait qu'il ne peut plus se répliquer et qu'il va mourir lui-même. Donc c'est plutôt, s'il devait muter comme ça continuellement, c'est plutôt ce qui pourrait se passer. Après, c'est difficile de prédire, c'est là où on est obligé de prendre exemple sur ce qu'on connaît déjà des autres coronavirus, et par exemple ce coronavirus qui a donné cette pandémie au 19e siècle et qui est devenu un virus saisonnier. On va y revenir, mais j'ai écouté, alors j'étais très surpris sur l'origine d'Omicron, de dire qu'il aurait été quelque part fabriqué par une malade, une femme qui avait le sida et qui a eu la Covid pendant 6 mois et qui a fait des mutations avec son virus qu'a donné Omicron, qui est quand même un extraterrestre. Hein. Et donc, ça, c'est pas exclu que ça puisse se reproduire un jour. Et on est surpris que on n'ait pas réussi à le juguler. C'est très surprenant quand même, cette histoire d'Omicron. Alors, je crois que dans ce que vous dites, il y a 2 informations importantes. La première, c'est que l'émergence de ce virus est arrivée chez une femme qu'il n'a pas tuée, alors qu'elle est immunodéprimée. Ce qui prouve bien qu'il s'est adapté, que la personne, donc l'hôte, s'est adapté au virus et le virus s'est adapté à l'hôte. Et donc lui a développé des mécanismes pour s'évader des défenses immunitaires déjà affaiblies de cette personne. Et donc il a développé ce dont il avait besoin. Oui, absolument. Ce qui est quand même rare. On a vu même en France des cas surtout à l'issue de la première vague, quand on n'avait pas encore vraiment de traitement efficace, des personnes qui restaient infectées pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'on a réussi à guérir pour certaines d'entre elles avec des anticorps polyclonaux dans le plasma de convalescents, par exemple. Donc ça, c'est une situation qui est possible. Est-ce que ça peut se reproduire à l'avenir ? L'avenir, ce sera quand même majoritairement des gens vaccinés
ou des gens qui ont été exposés au virus et qui ont développé des défenses immunitaires naturelles. Donc, probablement que ce type de situation-là ne se reproduira pas. Excusez-moi, mais vous avez une vision angélique du monde. Je veux dire, ça sera des gens probablement vaccinés. Il y a encore 3 milliards de personnes pas vaccinées dans le monde. Ça, donc, peut-être que ça ne se passera pas dans votre service, mais il n'est pas exclu que ça ne soit pas dans un autre pays. Donc ça, c'est la deuxième partie de mon propos. Ce que l'on a vu en Afrique, qui est majoritairement non vaccinée, je rappelle malheureusement qu'à peine 5 à 10% de la population africaine est vaccinée. En revanche, une étude de Médecins sans frontières a été menée en Afrique de l'Est et a montré que 60% de la population, de l'échantillon assez conséquent qu'ils ont pris, donc ça peut être des chiffres extrapolables à toute l'Afrique de l'Est au moins, 60% d'entre eux avaient des anticorps. Et donc, si ce n'est pas par la vaccination qu'ils vont être protégés, ça va être par l'exposition au virus éventuellement répété, et donc l'acquisition, malgré tout, même si ça prend du temps, d'une espèce d'immunité collective qui sera peut-être pas très forte, mais suffisamment pour éviter qu'on ait tout le temps des variants et qu'on ait une pandémie qui dure éternellement. Vous parliez de Bruno Lina, il disait qu'on ne parle plus d'immunité collective, du moins d'immunité dite stérilisante. C'est ça. Mais de la transformation de ce virus en virus endémique. Ouais. On leur revient une sorte de grippe, en fin de compte. On sait tous faire oui, alors début, mais... oui. Alors c'est vrai que on a reproché, on ne voulait pas que les deux soient assimilés parce que ce n'est pas un virus grippal, il se comporte pas de la même façon. Et puis surtout, il donnait des symptômes qui étaient complètement différents de la grippe. Enfin, pas des symptômes, mais une maladie au final qui était différente de la grippe. Alors, quelle est la différence entre le rhume banal de l'hiver et la grippe? Le rhume banal est beaucoup moins sévère que la grippe. C'est des symptômes qui peuvent être assez proches au début. Donc oui, je pense on ne pourra pas dire que c'est un... Non, mais c'était pour donner l'exemple. Voilà. Ce qui pourrait justifier d'ailleurs la vaccination, comme on l'a fait pour la grippe. Je crois qu'il faut aussi être un peu modeste. On n'en a pas encore parlé depuis le début de cette émission, mais il y a quelque chose qui arrive dans pas longtemps, qui s'appelle le printemps. Et que quand on dit que mars-avril, ça va s'arrêter, ça serait peut-être arrêté tout seul en mars-avril avec le printemps. Il y a quand même clairement une saisonnalité dans ce coronavirus, non ? Eh bien, alors oui, il y a une part de saisonnalité, ce que l'on voit depuis le début, mais quand même, attention, on a eu une vague chez nous en été, fin de l'été l'année dernière. Fin de l'été, septembre, oui. Fin de l'été, oui, septembre, mais bon... Septembre, il fait froid. Oui, c'est vrai. Oui. Non, mais c'est quand même évidemment un virus respiratoire, donc les conditions hivernales, de froid, etc., sont toujours des conditions où il est plus facile pour lui de se transmettre. Ce qui est d'ailleurs milite pour qu'on ait un variant qui nous arrive quand ceux qui sont sur les plages en ce moment seront en plein hiver dans l'hémisphère sud. Voilà. Parce que c'est ça le problème. Ce qui veut dire qu'on peut vous envisagez de reprogrammer les soins de manière classique à partir de mars-avril, mais l'hiver prochain, gros point d'interrogation encore. Exactement, gros point d'interrogation. Moi, je pense, si je devais faire un exercice de prédiction, c'est qu'un exercice, c'est pas une vérité, probablement que dans les années à venir, le coronavirus, en tout cas le SARS-CoV-2, fera l'objet d'une prévention vaccinale pour les personnes les plus fragiles, exactement comme ça l'est pour la grippe, et puis peut-être même qu'on aura un vaccin qui va combiner les deux et qu'on proposera une fois par an aux plus fragiles, les personnes âgées, les immunodéprimés, etc. Et puis que les autres, ils attraperont le coronavirus comme on attrape la grippe. Même s'ils ne sont pas du tout les mêmes virus et les mêmes maladies, on oublie quand même un peu l'histoire, on oublie la grippe espagnole quand même, qui a tué 50-60 millions de personnes, à plus que la guerre 14-18. Donc, bien sûr, oui. Donc bien plus virulente. Mais le virus de la grippe espagnole, après, a disparu. Oui, et justement, c'est pour ça dire que ça peut se passer comme ça. Alors maintenant, on va arriver au sujet qui fâche un peu. On a des notions très optimistes en ce moment, même s'il y a quand même quelques discours assez contradictoires. Même si c'est délicat pour vous de répondre à cette question, le pass vaccinal, il arrive après la bagarre, non ? Soyez pas embarrassés. Non, je ne suis pas embarrassée je ne suis pas embarrassée de vous répondre. Je ne sais pas vraiment quoi répondre. Est-ce qu'il arrive après la bagarre ? Je pense que quand l'idée du pass vaccinal, qui est discutée depuis très longtemps, j'ai été interviewée par la commission sénatoriale sur l'obligation vaccinale au mois d'octobre. Ça avait du sens. Là, ça avait du sens. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que ça n'arrive que maintenant ? Parce que
probablement que les prises de décision, ça prend du temps, et que quand on a commencé à y réfléchir, on était en pleine vague Delta, qu'on n'avait pas encore d'Omicron. Je vous rappelle, Omicron, c'est mi-décembre, alors qu'on était déjà en plein Delta qui était en train d'exploser. Donc, je pense que le contexte dans lequel le débat a été initié n'était pas du tout celui où on est maintenant fin janvier. Alors, Eric Combe, il est un peu excessif, mais il résume ça pas trop mal en disant c'est ni de la médecine ni de la santé publique, c'est de la politique maintenant. Et c'est un petit peu ça. Oui, alors c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on voit quand même beaucoup moins de médecins dans les médias, moi en premier. C'est parce que je trouve que c'est plus tant sanitaire. Effectivement, les discussions, les débats sont plus tellement sanitaires, ils sont médicaux, ils sont essentiellement politiques, oui, bien sûr. Et finalement, dans l'intervalle, l'immunité collective ou stérilisante va se produire parce qu'on va laisser filer l'infection et que les non-vaccinés vont se contaminés? Non, je crois pas. Non, on laisse pas filer l'infection. Il y a quand même encore le pass sanitaire partout. Ouais. Et sur les écoles? On a encore le pass sanitaire, on a encore les mesures barrières. Après, les écoles, ça, c'est une décision qui est politique, c'est clair. Ouais. Le conseil scientifique et d'autres, en particulier des médecins, ont expliqué pourquoi il aurait fallu être plus strict dans les écoles. Le gouvernement, pour des raisons qui sont entendables, et moi, mère de famille de jeunes enfants, je suis une des premières à dire heureusement que l'école reste ouverte. C'est vraiment une balance entre l'effet sanitaire important et puis le politique. C'est curieux que vous disiez ça, parce que c'est vrai qu'on peut vous comprendre, même si je ne suis plus père, mais grand-père. C'est vrai que c'est pas pratique d'avoir les enfants à la maison, mais quand même, c'est pas une décision très, très médicale. C'est pas un raisonnement très médical de dire ça. Mais non, si on se basait sur un raisonnement uniquement médical, bien sûr qu'au moment des pics épidémiques, on fermerait les écoles. C'est ce qui a été fait dans certains pays. En France, on n'a pas pris cette option-là parce que justement, toutes les décisions qui ont été prises pour la gestion de cette crise sanitaire n'étaient pas que des raisons, que des décisions sanitaires. Il y avait aussi du politique derrière, économique, sociétal, etc. C'est important aussi. On est sûr que le Delta ne va pas repointer sa tête, parce que pour le moment, on dit 90-10, mais c'est d'ailleurs pas dans toutes les régions françaises, c'est pas équivalent partout. Oui, absolument. Si à un moment, Omicron baisse un petit peu la garde, est-ce qu'on ne risque pas de revoir Delta qui va repointer la sienne ? Peut-être. Oui, on n'a pas de... On n'a pas de certitude. Et quand on est contaminé par l'Omicron, qu'on a fait le vaccin, est-ce qu'on a une protection contre le Delta? Est-ce qu'il y a une protection, une immunité croisée? Alors, quand on n'a pas fait le vaccin, quand on a fait que Omicron, c'est ça? Oui, l'infection Omicron, parce que le vaccin protège contre... Je crois que c'est un tôt pour le dire, là, parce qu'on n'est même pas encore sorti d'Omicron. Alors, ça, pour le coup, c'est une question de recherche qui est très intéressante, mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc un virus qui circule est un virus qui mute. Il faut bien dire qu'il va continuer à circuler dans les pays non vaccinés. Donc les plus pessimistes qui craignent une vague cet été en provenance des pays de l'hémisphère sud sont vraiment très pessimistes, ou il faut quand même dire à tout le monde qu'il faut rester vigilant? Je pense qu'il faut rester vigilant, mais vraiment, et d'ailleurs ça me fait rebondir sur ce que vous venez de dire sur la protection croisée. Dans la protection immunitaire, il n'y a pas que la protection conférée par les anticorps. Il y a aussi ce qu'on appelle la protection cellulaire. Oui. Voilà, les défenses immunitaires cellulaires, il ne faut pas les sous-estimer. Et elles peuvent être très fortes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a montré au tout début de la pandémie en 2020 que des personnes qui se réinfectaient finalement faisaient des formes beaucoup moins graves que les formes initiales, même si ce n'était pas le même variant, parce qu'il y a cette protection cellulaire qui, elle, est panvariant. Donc, il faut aussi se dire qu'à un moment donné, quand toute la population aura été peu ou prou exposée soit à la vaccination, soit au virus, on aura cette immunité cellulaire globale, et même si on se réinfecte avec d'autres variants, ce ne sera pas des formes graves. Alors concrètement, on poursuit la vaccination, on ne peut pas dire autre chose qu'il faut poursuivre la vaccination. Est-ce que vous avez le droit de dire aujourd'hui une vaccination intelligente et pas coercitive ? C'est ce qu'on a prôné depuis le début. Je pense que le pass sanitaire, c'était un compromis en fait entre... Le pass vaccinal, c'est coercitif. Voilà, le pass vaccinal, c'est autre chose. Mais le pass sanitaire, c'était vraiment un compromis entre... On vous fait confiance pour vous vacciner au maximum sans mesures coercitives. On a quand même vu en juillet que ça n'avait pas
ça n'avait pas fonctionné de façon optimale. Il fallait vraiment avoir un passage à l'échelle en termes de vaccination. Le pass sanitaire a rempli son rôle. Je pense qu'on a eu ce matin là, la publication, donc aujourd'hui 18 janvier, la publication d'un rapport du Conseil économique et social qui a été commandé à des mathématiciens, économistes et sociologues sur l'impact du pass sanitaire en France. Ça a permis d'augmenter de 13% la vaccination. Et puis surtout, ça a épargné 4000 vies et on a je ne sais plus, je crois avoir vu 6 milliards d'euros qui ont pu être pas économisés, mais voilà, qu'on n'a pas perdu cet argent-là. 4000 vies, c'est une année de mortalité routière. C'est énorme. Mais c'est énorme, 4000 vies, c'est énorme, bien sûr. Bien sûr. Et surtout, excusez-moi, un point très important qui n'est pas assez souligné, mais qui est bien dans le rapport, c'est qu'en 2020, on a, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, on avait perdu de l'espérance de vie en France, alors qu'on était tout le temps en ascendant. Et cette année, on est revenu au niveau normal en 2021. Donc c'est quand même, c'est pas grâce à rien. Y compris aux États-Unis où ça avait été très très marqué justement cette baisse. Je ne sais pas les chiffres aux États-Unis. Je crois qu'ils n'ont toujours pas récupéré. Je ne pense pas parce que justement, eux ont laissé filer, gros problème sur la vaccination, etc. Alors revenons à la vaccination des enfants maintenant. Ils sont 600 000, seuls les 600 000 enfants immunodéprimés qui peuvent bénéficier de la vaccination. Quoi en penser? Il faut vacciner les enfants à terme Ceux-là, du moins les 600 000. Et les autres? Alors, je pense que là, il est encore trop tôt pour dire il ne faut pas vacciner les plus jeunes puisque ça y est, on est sorti de la pandémie, etc., etc. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc, on a vu que ça avait un impact majeur chez les adultes, chez les adolescents également, parce que là aussi, il faut bien rappeler que chez les adolescents, le virus, grâce à la vaccination, a beaucoup moins circulé. On n'a quasiment plus vu de formes graves. Vous savez, ces formes qu'on appelle les PIMS, qui sont ces réactions immunitaires 3 à 4 semaines après un Covid, même banal, et qui conduisent ces ados en réanimation avec des chocs, avec des myocardites fulminantes, etc. Donc ça a eu un vrai impact. Après, chez les enfants, est-ce qu'il faut les vacciner? Quand les essais thérapeutiques ont été lancés chez les enfants, c'était à un moment donné où les virus qui étaient potentiellement très graves pour les adultes, mais également pour les enfants, parce qu'il y a quand même des enfants qui sont tombés malades, circulaient beaucoup, et que la vaccination protégeait de la circulation du virus et des formes graves. Est-ce que maintenant on est sorti de ce contexte-là, même si on a des signaux qui sont plutôt positifs? Je pense qu'il vaut mieux mettre le paquet maintenant, chez les enfants également, en les protégeant par la vaccination. Tous ou toujours ces 600 000 à risque? Là, c'est tout le monde qui doit être vacciné, c'est tous les enfants. La recommandation vaccinale, c'est tous les enfants de 5 à 11 ans. Oui, mais justement, on voyait apparaître une stratégie qui disait, si on ne va pas vacciner tous les enfants, au moins vacciner ceux qui sont à risque. Ah oui, ça c'est évident. Mais déjà, ceux qui sont à risque, elle dit quoi, la mère de famille, si elle oublie les caméras devant la vaccination de ses enfants? Moi, j'ai vacciné. Donc, j'ai une fille de 9 ans qui a reçu sa première dose la semaine dernière. Sans aucun état d'âme. Sans aucun état d'âme. Je veux dire, on a quand même de nombreux vaccins obligatoires en France. Alors, j'allais vous poser la question. Madame Buzyn, quand elle était ministre, a rendu 11 vaccins, a re-rendu, j'ose dire, c'est pas très joli comme formulation, 11 vaccins obligatoires, dans des conditions où la rougeole faisait à nouveau parler d'elle, mais pas que. Là, on a quand même une épidémie mondiale avec des mortalités incroyables et on n'a pas de vaccination obligatoire. Qu'est-ce qui fait qu'on a deux poids, deux mesures entre l'un et l'autre? Ça, c'est la politique. Là, pour le coup, c'est d'un point de vue de la santé décision politique. De votre point de vue, il y aurait eu la nécessité d'un vaccin obligatoire? Il y aurait la nécessité de vacciner tout le monde. Si pour vacciner tout le monde, il faut rendre le vaccin obligatoire, c'est un peu, c'est un peu, je pense, l'objectif du pass vaccinal. Quand moi, j'ai été interrogée par la commission sénatoriale en octobre, on ne m'a pas demandé mon avis sur le pass vaccinal. On m'a demandé mon avis sur l'obligation de vaccination. Donc, moi, j'ai dit que d'un point de vue sanitaire, l'obligation de vaccination me semblait une bonne chose, mais qu'il ne servait à rien qu'on ait une obligation vaccinale si on ne pouvait pas contrôler que cette vaccination soit faite. En fait, le moyen que le gouvernement a trouvé, c'est le pass vaccinal.
Ouais. Qui est un moyen un peu coercitif de se vacciner si on veut participer à la vie de la nation dans toutes ses dimensions. On va peut-être fallu expliquer que c'était un vaccin contre les formes graves, point final, plutôt que de commencer à lui donner des vertus que... Oui, mais le problème, c'est que quand on dit c'est un vaccin pour les formes graves, ben, quand vous êtes jeune, que vous avez 25 ans, vous dites c'est l'autre qui va tomber malade, pas moi. Les jauges, vous en pensez quoi, cette espèce d'hystérie sur où on sait que très peu de gens sont contaminés à l'extérieur, les jauges dans les stades qui ont l'air de disparaître dans plein de pays, c'est quoi votre sentiment là-dessus ? Mon sentiment, c'est qu'avec Omicron, quand on est à l'extérieur dans un stade de foot, tout le monde se contamine, hein, même si on est à l'extérieur. Donc, si on veut mettre en place des mesures de freinage de l'épidémie, faut des jauges. Les jauges, ça semble une bonne chose. Mais après, quelle taille de jauge il faut quand on a un virus qui est aussi contaminant que Omicron ? C'est-à-dire que quand on fait 5000 dans un stade, on n'en contamine que 5000, mais on les contamine. Voilà, donc moi je pense qu'il faut surtout être très bien vacciné. Ouais. Ça me semble être le plus important. Quand est-ce qu'on tombe les masques, à votre avis ? C'est difficile à dire. On n'y comprend rien, là. Hein. Mars, avril. On aimerait bien avant l'été, mais moi, j'avais déjà dit ça l'année dernière. Et en fait, comme on a eu de nouvelles vagues, c'était pas vraiment possible. Donc là, c'est compliqué. Quand est-ce qu'on va laisser tomber les gestes barrières ? Je pense que là, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on va laisser tomber en dernier. Oui. On va d'abord lever le pass sanitaire ou le pass vaccinal, et puis à la toute fin, on peut les continuer comme font les Asiatiques, ce qui nous évitera d'avoir moins de gastro-entérite, moins de choses comme ça. Donc je pense que les gestes barrières, ça peut devenir culturel. On va bientôt conclure. Le vaccin, on commence à entendre dire des gens, on nous a menti sur certains effets secondaires, par exemple sur les cycles menstruels, même si c'est vrai que c'est des choses qui ne durent pas. Est-ce que vous pensez quand même qu'on a minimisé certains effets secondaires pour ne pas empêcher ce vaccin d'être prescrit ? Objectivement, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. L'information, elle était disponible en temps réel. Et d'ailleurs, ça a posé quelques soucis de mésinterprétation, volontaires ou pas, parce qu'il y a des bases de données qui sont facilement accessibles à tout le monde. Bon, encore faut-il savoir chercher l'information, mais dans laquelle on trouve absolument tous les effets secondaires, vaccinaux ou pas d'ailleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on ne sait pas interpréter, eh bien, on rattache des choses qui ne sont pas des effets secondaires à des effets secondaires du vaccin. Mais non, je ne crois pas qu'on est vraiment... fondamentalement. Donc on continue la vaccination sans arrière-pensée. Tout à fait. Et puis on va ajouter une nouvelle arme. Alors vous êtes une des rares personnes que j'ai interviewées il y a 2 ans qui avait une solution médicamenteuse. Vous aviez fait avec l'injection d'anticorps. Je ne sais pas si cette étude est arrivée au bout ou pas. Alors oui. Donc le plasma de convalescent, c'est ça. Donc en fait, on a montré que dans la population générale, ça n'avait pas d'intérêt, ça n'avait pas d'efficacité. Mais on a globalement, dans le monde entier, tout le monde a montré la même chose. En revanche, on a montré que chez les patients immunodéprimés, parce qu'ils prenaient des médicaments qui diminuaient les défenses immunitaires, donc anticorps, ou parce qu'ils avaient des maladies qui les empêchaient de fabriquer ces anticorps, chez eux, le plasma de convalescent marche très bien. Mais attention, le plasma de convalescent peut être qu'une solution, on va dire, immédiate, dans l'urgence. Il y a d'autres façons maintenant de traiter le Covid. C'était en plus onéreux et pas si facile que ça à mettre au point. C'est pas onéreux du tout. Après, c'est de la collecte de produits sanguins labiles. Voilà, donc, mais c'est pas onéreux, c'est moins onéreux que... Pourquoi je vous emmène sur les médicaments ? Parce que pareil, depuis une semaine, on a droit à ce médicament, le Paxlovid de Pfizer, qui est toujours Pfizer. Hein. Alors, je ne sais pas où sont les conflits d'intérêts, mais tout le monde en parle. Hein. C'est là, aujourd'hui, théoriquement, on n'a pas le droit de parler de ces médicaments-là, mais tout le monde en parle. Non, mais vous voyez quand même la force de l'industrie pharmaceutique, c'est qu'on n'a pas encore de données publiées dans des journaux à revues, comité de lecture. On n'a que des communiqués de presse. Et tout le monde en parle. C'est quand même dingue. C'est le mot des journalistes. Et je vous rappelle qu'en octobre, il s'est passé la même chose avec le molnupiravir, donc l'autre molécule, et qu'au final, quand on a eu les données, vraiment, quand on a pu, en tant qu'expert, examiner les données, on s'est aperçu qu'il y a un effet, mais qui n'est pas un effet majeur. Donc moi, j'attends de voir les données. Donc on attend. Exactement. On attend la rentrée. Non, là, ça devrait arriver je pense qu'en mars-avril, on devrait avoir les données publiées complètes et tout.
Une dernière question. Donc, vous n'avez pas forcément d'éléments pour être optimiste pour un traitement médicamenteux sur le Covid. Alors, si. Il y a quand même des choses très intéressantes. Voilà. Ouais. Il y a des choses très intéressantes que l'on utilise, dont les données sont publiées et qui montrent que ça marche. Alors, pareil, il n'y a pas de traitement universel, mais il y a des traitements adaptés au profil de patient. On utilise quand même beaucoup les anticorps monoclonaux, en particulier en prévention, mais également en curatif précoce, c'est-à-dire dans les 5 jours. Non, enfin, chez les personnes à risque de faire des formes graves. Donc, dans les 5 jours qui suivent le début des symptômes, en prévention, c'est plutôt chez les immunodéprimés. Et puis, quand on est déjà à l'hôpital, on a d'autres médicaments, les immunomodulateurs, anti-inflammatoires, etc., qui permettent quand même d'améliorer le pronostic. D'accord. De façon importante. On va dépasser de 2 minutes, mais parce que vous allez conclure. Vous avez envie de dire quoi, Karine Lacombe? Non, mais j'ai envie de dire que j'espère que c'est une des dernières émissions sur le Covid en période de crise et qu'on en fera des émissions comme les maladies communes. La fenêtre commence un peu sourire tous les deux, parce que la fenêtre commence un peu à être visible, en tout cas comme jamais depuis 2 ans finalement. C'est une des premières émissions avec une tonalité positive à la conclusion, on est d'accord. Donc voilà, c'est surtout ça que je retiens. Karine Lacombe, on connaissait le médecin passionné. Je ne connaissais pas l'auteur de très jolis articles, en particulier ce texte plein d'humanité publié il y a quelques jours par le quotidien La Croix, où vous avouez « J'ai fait taire mes dilemmes en apaisant un patient non vacciné ». Racontez-moi ça. En fait, c'est vrai que le quotidien à l'hôpital nous apprend l'humilité. Et c'est pour ça que je pense que les médecins d'entre nous qui ont fait preuve d'un ego surdimensionné ne doivent pas vraiment se confronter au quotidien d'un hôpital et en particulier des patients malades du Covid. On a eu évidemment, en particulier à l'occasion de cette vague, des profils de patients, des profils psychologiques de patients extrêmement différents. Et à l'occasion de cette 5e vague, on a eu principalement des non-vaccinés ou encore des immunodéprimés, etc. Mais vraiment, le profil des personnes non vaccinées était très, très particulier parce que s'ils ne se sont pas vaccinés, pour la majorité d'entre eux, c'est qu'ils étaient contre le vaccin. Et quand on est contre le vaccin, on est en fait contre la prise en charge médicale de façon globale. Et donc, ils nous ont mis en phase ils nous ont éprouvés dans notre attitude qui est de soigner coûte que coûte. Et quand on a en face de soi un patient qui refuse les soins qu'on lui propose, quand on pense que ce sont les meilleurs pour lui, par exemple, on va refuser les anticorps monoclonaux, on va refuser toute la prise en charge médicale qu'on va leur proposer, ça c'est hyper dur parce que ça nous met en défaut. Et donc, on s'est souvent retrouvé en fait à sentir de l'agressivité qui montait. Et puis se dire, mais pourquoi je m'emmerde à soigner, pour reprendre les thèmes qui ont été beaucoup utilisés ces dernières semaines, à soigner ce type qui n'a pas voulu se vacciner, à qui je propose des traitements et qui n'en veut pas, alors que des gens comme ça, c'est la moitié de mon service et que moi, je voudrais faire autre chose. Ouais. Mais en fait, derrière ça, quand on se pose, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet article, quand on se pose et qu'on discute, c'est énormément de souffrance qu'il y a derrière. Ouais. Beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension et beaucoup de désinformation. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec ce patient qui m'a ressorti les poncifs sur la vaccination. Et l'ARN messager, on ne sait pas ce que c'est, il a été développé très vite, etc. Et quand on prend le temps, en fait, on arrive à déconstruire ces discours de haine. Et oui, on n'a plus de dilemme. On soigne, quelle que soit la personne en face de soi. Ça vous a fait beaucoup de bien, cet article, moi, je trouve. Merci. Vous avez envie de l'écrire. Merci à vous deux. Place maintenant à une deuxième partie de cette émission, l'interview du professeur Pierre-Louis Druet. Je rappelle, ce professeur de médecine générale est le médecin généraliste du conseil scientifique Covid-19 nommé par le professeur Jean-François Delfraissy. Quel est son rôle et son influence ? Vous avez, pour certains d'entre vous, allez le découvrir, car ce médecin qui est rare dans les médias a accepté de répondre aux questions de Thierry Borsat, le patron du site Pourquoi Docteur ? À tout de suite.